Donc je rappelle le problème de maximisation. Donc on a z égale à 6x1 plus 5x2 sous les contraintes x1 plus x2 inférieur ou égal à 5, 3x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 12, et les contraintes de non-négativité x1 et x2 toutes positives ou nulles. Alors, on va ajouter des variables d'écart pour transformer les inégalités en des égalités. N'est-ce pas? Donc, x1 plus x2 est inférieur ou égal à 5. Combien faut-il ajouter à x1 plus x2 pour atteindre la borne supérieure? N'est-ce pas? Donc, il manque quelque chose. Donc, un écart qu'on va noter, disons, U1, pour que le terme de gauche soit égal au terme de droite. Donc, on a donc x1 plus x2 plus une variable d'écart que je note U1. On peut la noter E1, on peut la noter x3, on peut la noter comme on veut. Je vais utiliser U pour les variables d'écart du primal et V pour les variables d'écart du dual. J'utilise Y pour les variables de décision du dual et X pour les variables de décision du primal, n'est-ce pas? Je vais le rappeler ici. Donc, le vecteur des variables de décision du primal, c'est x1, x2. Et le vecteur des variables de décision du dual, c'est y. Et pour les variables d'écart, donc ici, pour le primal, on a un déficit. Et pour le dual, on a un surplus. Et les déficits sont notés U1 et U2 pour chaque contrainte. Donc c'est le vecteur U égale ici à U1, U2 pour le primal. Et pour le dual, on va noter V. Donc on a x1 plus x2 plus U1 égale à 5. Et pour la deuxième contrainte, 3x1 plus x2 plus un écart, un manque pour atteindre la valeur 12. Et vous pouvez vérifier que quand x1 et x2 sont nuls, donc avec la solution initiale x1 égale à 0 et x2 égale à 0, on a 0 plus 0 plus u1 égale à 5. Donc, u1 égale à 5, qui est supérieur ou égal à 0, et 0 plus 0 plus u2 égale à 12. Et donc, la variable d'écart u2 est égale à 12. Et par conséquent, les contraintes de non-négativité sont satisfaites. On a donc une solution admissible, une solution de base initiale réalisable ou admissible. Cette solution s'écrit x1, x2, u1, u2 égale à 0, 0 pour les variables x1 et x2 qui sont donc hors base, comme on va le voir, et u1 égale à 5, u2 égale à 12, qui sont des variables de base. C'est donc la solution initiale à partir de laquelle le simplex va procéder de proche en proche par itération successive jusqu'à atteindre la solution optimale. En ligne, je vais mettre les variables de base et en colonne toutes les variables. Donc ici, on a x1, x2, u1 et u2. N'est-ce pas? Donc ce sont les 4 variables présentes pour ce problème. 2 variables de décision et 2 variables d'écart. Et vu que les variables d'écart sont ici des variables de base, en ligne, on écrit les variables de base. Donc, on a ici U1 et U2. J'écris ici V, B pour les variables de base, B pour base, et puis V pour toutes les variables. Ou si vous voulez var. Les coefficients des variables dans la fonction objectif, pour x1, on a 6. Pour x2, 5.
pour U1, on a 0. Et pour U2, on a 0. N'est-ce pas? On pourrait écrire Z égale à 6x1 plus 5x2 plus 0U1 plus 0U2. N'est-ce pas? Vu que U1 et U2 sont les variables de base, je vais inscrire les coefficients de ces variables, donc qui sont ici 0, dans la fonction objectif. Alors, la matrice des coefficients pour le système des contraintes est comme suit. Pour la première contrainte, donc pour la première ligne de ce tableau, on aura 1, 1, 1, et vu que U2 manque dans la première contrainte, on aura 0 pour U2, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai 1, 1, pour U1, j'ai 1, et pour U2, j'ai 0. Et le second membre, qui vaut 5, donc ici, 5. Et pour la deuxième contrainte, on a 3, 1, 0 pour U1 et 1 pour U2. Donc, 3, 1, 0, 1. Et le second membre vaut 12. N'est-ce pas? Alors, ce second membre, je vais l'appeler XB. Ce sont en effet les valeurs des variables du problème qui sont dans la base. N'est-ce pas? U1 vaut 5 et U2 vaut 12, initialement. U1 vaut 5 et U2 vaut 12. Et qu'en est-il des variables X1 et X2? Ben, ces variables ne sont pas dans la base et donc elles prennent la valeur 0. N'est-ce pas? Et donc XB, c'est le vecteur des variables de base, ici U1, U2, qui valent initialement 5 et 12. On peut aussi dire que c'est le second membre du système des contraintes. Vous voyez, on a ici 5 et 12, du moins initialement. Les profits marginaux nets, et qu'on va noter, on va dire alpha J, et qui sont définis comme CJ moins ZJ. Les CJ sont les coefficients des variables dans la fonction objectif. Ici, C1, le coefficient de X1 vaut 6, C2 vaut 5, C3 vaut 0 et C4 vaut 0. Dans la méthode du simplex, on va pour chaque variable xj calculer la quantité cj moins zj. Alors, si cj représente le coefficient de la variable xj dans la fonction objectif, à quoi correspond la quantité petit zj? Eh bien, c'est le coût d'opportunité d'une unité supplémentaire de la variable xj, c'est-à-dire combien coûte en moyenne la production ou l'introduction d'une unité supplémentaire de la variable xj en ressources actuellement utilisées. C'est donc un coût. On peut aussi dire le revenu implicite ou la valeur implicite de xj dans le système sous la base actuelle. Si la variable xj n'est pas dans la base, cela veut dire que xj égale à 0, n'est-ce pas? Comme on l'a vu, x1 et x2 ne sont pas dans la base, x1 et x2 prennent la valeur 0 initialement. Pour x1, Z1 représente ce que vaudrait une unité de X1 si on utilisait les ressources actuellement allouées à la base. En gros, c'est une estimation interne de la valeur à la base. Donc, c'est le profit implicite d'une variable qui est produite avec les ressources déjà allouées à la base. Et comme ce profit implicite peut être positif ou négatif, c'est un coût d'opportunité. La quantité CJ moins ZJ est donc un gain net marginal. N'est-ce pas? Si CJ moins ZJ est positif, on gagne en produisant plus d'unités de la variable XJ. Par contre, si CJ moins ZJ est négatif, on perd en produisant plus d'unités de cette variable. ZJ est la valeur implicite ou le coût d'opportunité de la variable XJ, selon la base actuelle, qui reflète combien vaut XJ dans le système sans modifier la structure actuelle. Et donc, CJ moins ZJ va représenter dans le tableau du simplex le profit marginal net, qu'on appelle encore le coût réduit, en anglais reduced cost. C'est un indicateur de direction d'optimalité dans l'algorithme du simplex. Si CJ moins ZJ est positif, alors la variable XJ entre dans la base. Ça veut dire qu'il est profitable de produire l'objet dont la variable est XJ. C'est la direction de la plus forte pente pour maximiser Z. Donc CJ moins ZJ est le bénéfice ou la perte nette de faire entrer une variable qui n'est pas dans la base
dans la base, de faire entrer une variable non basique dans la base. Le gain marginal net, le profit marginal net. De combien augmente ou diminue la fonction objectif si on augmente xj d'une unité en respectant les contraintes. Les coûts d'opportunité zj sont calculés en faisant le produit scalaire du vecteur des coefficients des variables de base dans la fonction objectif par le vecteur des coefficients de la matrice des contraintes qui sont en colonne. Ouais, donc je fais pour la première variable x1, z1, c'est le produit scalaire de 0, 0 par 1, 3. Donc c'est 0 fois 1 plus 0 fois 3. Et comme il faut faire cj moins zj, donc je vais faire 6 moins ce produit scalaire. N'est-ce pas? On a z1 égale à 0, 0, produit scalaire 1, 3. Donc 0 fois 1 plus 0 fois 3, ça fait 0. Donc le coût d'opportunité de faire entrer la variable x1 dans la base est 0. N'est-ce pas? Et par conséquent, le profit marginal net pour cette variable, c'est le profit brut C1 moins le coût d'opportunité, le coût implicite. Donc c'est 6 $, le profit brut, moins 0 $. Ça ne nous coûte rien de faire entrer x1 dans la base, ce qui vaut 6. Cj moins zj vaut 6 pour la variable x1. Calculons le profit marginal net, le bénéfice net pour la variable x2. On a un coût d'opportunité égal à z2 qui est le produit scalaire de 0, 0 par 1, 1. Donc on a 0 fois 1 plus 0 fois 1. Et le bénéfice marginal net, le gain marginal net, c'est C2 moins Z2. C2 c'est 5. Donc on a 5 $ moins 0 $. On a une valeur économique nette égale à 5 pour la variable x2. Ouais, donc il est profitable de faire entrer x2 dans la base, mais il est encore plus profitable de faire entrer x1 dans la base, n'est-ce pas? Puisqu'on a un profit marginal net de 6 pour x1 et un profit marginal net de 5 pour x2. Et pour u1, on a 0 fois 1 plus 0 fois 1 qui fait 0, et 0 moins 0 c'est 0. Pour u2, on a 0 fois 0 plus 0 fois 1 qui fait 0, et 0 moins 0 c'est 0. Remarque, pour les variables de base, les coefficients cj moins zj sont toujours nuls. Il n'est donc pas nécessaire de les calculer. Enfin, ça va être toujours 0. Ces variables sont déjà dans la base. Le profit marginal net est égal à 0. Alors, avec ce plan initial de production, qui consiste à fabriquer 0 unité de x1 et 0 unité de x2, puisque x1 et x2 ne sont pas dans la base, le profit sera égal au produit scalaire de ce vecteur 0, 0 par le vecteur second membre, 5, 12. Donc 0 fois 5 plus 0 fois 12, ça fait 0 plus 0 égale à 0. Donc, initialement, on ne gagne pas d'argent, évidemment, puisqu'on ne produit rien. N'est-ce pas? Le plan de fabrication initial dit qu'il faut fabriquer 0x1, 0x2, avec un écart U1, donc une ressource non utilisée égale à 5, la main d'œuvre, et puis une ressource non utilisée égale à 12 pour les planches, pour le bois pur. Donc, vous ne fabriquez rien, vous ne gagnez rien. Alors, cette solution n'est pas optimale puisqu'on a des coefficients Cj moins Zj positifs. Au moins l'un de ces coefficients est positif et par conséquent, on peut augmenter la valeur du profit. On peut atteindre une solution qui est plus optimale que la solution actuelle, que le plan de fabrication actuel. Alors, on va faire entrer dans la base la variable qui a le gain marginal net le plus élevé, n'est-ce pas? Le coefficient Cj moins Zj de x1 vaut 6, c'est le plus élevé. Je mets une flèche pour dire que la variable x1 va entrer dans la base. Si x1 entre dans la base, il faut que l'une des variables u1, u2 sorte de la base. Laquelle de ces variables doit sortir? Eh bien, pour le savoir, nous allons calculer une quantité delta comme suit. On divise les valeurs des seconds membres.
ici 5 et 12 par ces valeurs de la matrice des coefficients pour la variable qui entre dans la base. Donc, on va diviser 5 par 1 et 12 par 3. Alors, 5 divisé par 1, c'est 5. Et 12 sur 3 égale à 4. Et la variable U2 va sortir de la base. C'est la variable qui a le coefficient delta le plus petit. 4 est plus petit que 5, mais qui est positif. Et que représente cette valeur 4? Eh bien, elle représente de combien la variable x1 qu'on va faire entrer dans la base peut augmenter. Vous voyez jusqu'ici, x1 vaut 0. N'est-ce pas? x1 n'est pas dans la base, elle vaut 0. Et si elle doit entrer dans la base, on demande de combien est-ce qu'il faut augmenter sa valeur. On passe de 0 à combien? Eh bien, on passe de 0 à 4. N'est-ce pas? C'est l'augmentation maximale de la variable qui entre dans la base. À cette itération, c'est l'augmentation maximale de la variable x1. Et ce chiffre, cette valeur 3 qui est à l'intersection de la colonne qui rentre et de la ligne qui sort, donc U2 sort de la base et x1 entre dans la base, c'est ce qu'on appelle le coefficient pivot. La ligne pivot, c'est la ligne U2 et la colonne pivot, c'est la colonne x1. On va faire des opérations de ligne pour transformer ce coefficient pivot en 1. Vous voyez, j'ai la ligne 1, la ligne 2. On va diviser la ligne 2 par 3. Donc, j'écris que ligne 2, c'est 1 tiers de ligne 2, ou ligne 2 multiplié par 1 tiers, ou encore ligne 2 divisé par 3. Donc, je passe à l'itération suivante, où on aura ici U1. La variable U1 est toujours dans la base, tandis que U2 est remplacé par X1. Et les profits bruts des variables U1 et X1 dans la base sont pour U1 0 et pour X1 6. Si on divise la ligne 2 par 3, ou si on la multiplie par 1 tiers, on a 3 divisé par 3 qui vaut 1. Et 1 sur 3, c'est 1 tiers. 0 sur 3, c'est 0. 1 sur 3, c'est 1 tiers. Et 12 sur 3, c'est 4. Il faut ensuite, par une opération de ligne, annuler tous les coefficients dans le rectangle de la matrice des coefficients qui sont au-dessus ou en dessous du pivot. Je veux que ce chiffre qui vaut ici 1 soit égal à 0. Et je vais utiliser la ligne pivot, la ligne 2, pour annuler ce coefficient. Et vous voyez que 1 moins 1, ça fait 0. Il faut donc remplacer la ligne 1 par la ligne 1 moins la ligne 2. Vous voyez, ligne 1 moins ligne 2. 1 moins 1, ça va faire 0. Ouais. Donc ici, j'ai 0. Et 1 moins 1 tiers. Ouais. 1 moins 1 tiers, parce que je fais ligne 1 moins ligne 2. Donc pour tous les coefficients de la ligne 1, 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 1 tiers, c'est moins 1 tiers. Et 5 moins 4, c'est 1. Alors, on va recalculer les coefficients Cj moins Zj. Donc, pour la variable x1, on fait le produit scalaire de 0,6 par 0,1. N'est-ce pas? Donc, on aura alpha 1 égale à C1 moins Z1. Or, C1, c'est 6. Et Z1, c'est le produit scalaire 0,6, 0,1. Alors, 0 fois 0, c'est 0. Plus 6 fois 1, ça fait 6. 6 moins 6, c'est 0. Vous voyez que ce n'est pas étonnant puisque la variable x1 est dans la base. Donc, j'ai dit qu'il n'était pas nécessaire de calculer les coefficients alpha j ou cj moins zj pour les variables de base. Ce calcul le confirme. U1 est dans la base, donc vous pouvez vérifier que le coefficient cj moins zj de U1 vaut aussi 0. En effet, si vous faites 0,6 fois 0,1, n'est-ce pas, le coefficient ici vaut 0. Vous avez 0 fois 1 plus 6 fois 0, c'est 0. 0 moins 0, ça fait 0. Alors, pour les variables hors base, donc pour x2 et u2, donc on a alpha 2 égale à c2 moins z2 qui vaut 5, c'est c2, moins
0, 6. Produit scalaire 2 tiers, 1 tiers. Donc on a 5 moins 0 fois 2 tiers, c'est 0. Et 6 fois 1 tiers, ça fait 2. 0 plus 2, c'est 2. Et 5 moins 2, c'est 3. Donc alpha 2 vaut 3. Il y a donc intérêt à produire des unités de x2. Actuellement, on ne produit que des tables. Est-ce qu'il est profitable de produire des chaises? La réponse est oui, parce que le profit marginal net, le reduced cost, le coût réduit de la variable x2 est positif. Et pour U2, on a 0 fois moins 1 tiers qui fait 0. 6 fois 1 tiers, c'est 2. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Vous voyez que le plan de fabrication initial, la solution initiale était de 0 pour x1, 0 pour x2. Donc, on fabrique aucune chaise, aucune table. Le profit est nul. À la prochaine itération, on a un plan de fabrication qui dit de fabriquer 4 unités de x1. Vu que la variable x2 n'est pas dans la base, elle vaut 0. Donc, on ne fabrique aucune chaise. Donc, on fabrique 4 tables, mais aucune chaise. La variable des cas U1 vaut 1 et U2 qui n'est pas dans la base vaut 0. On est donc passé d'un plan de fabrication nul à un plan de fabrication qui recommande de produire 4 tables, mais aucune chaise. Alors, avec ce plan, quel est le profit? Eh bien, on obtient le profit, comme on l'a fait précédemment, en faisant le produit scalaire de 0,6 par 1,4. 0 fois 1, c'est 0, plus 6 fois 4, ça fait 24. Et 0 plus 24, c'est 24. Donc, Z égale 24. On a gagné 24 $ de plus en fabriquant 4 tables, n'est-ce pas? Mais aucune chaise. Et vous voyez que ici, pour le plan initial, les ressources non utilisées étaient 5 et 12. Donc, on n'avait pas utilisé 5 heures de main-d'œuvre et 12 planches. Pour le prochain plan, on a 1 heure de main-d'œuvre non utilisée. Cette solution est-elle optimale? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Eh bien, la réponse est oui. On peut augmenter le profit vu qu'il y a au moins un coefficient CJ-ZJ positif. Et ce coefficient vaut 3. C'est le coefficient qui correspond à la variable x2. On va donc faire entrer la variable x2 dans la base. Et pour voir laquelle des variables U1, X1 doit sortir, il faut calculer delta. On va diviser les coefficients du second membre par les coefficients de la matrice des contraintes correspondant à la variable qui rentre dans la base. Ok, j'ai fait une erreur. Donc ici, c'est 2. Alors, ça ne change pas le premier tableau. Par contre, ici, on aura 2 tiers. Si on divise la ligne 2 par 3, on a 1, 2 tiers, 0, 1 tiers et 12 sur 3 qui vaut 4. Et on fait la ligne 1 moins la ligne 2 pour annuler ce coefficient. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. 1 moins 0, c'est 1. Et 0 moins 1 tiers, c'est moins 1 tiers. Et 5 moins 4, c'est 1. Si on divise la ligne 2 par 3, on a 3 divisé par 3 qui fait 1, 2 divisé par 3 qui fait 2 tiers, 0 sur 3 c'est 0, 1 sur 3 c'est 1 tiers et 12 sur 3 c'est 4. Ensuite on fait ligne 1 moins ligne 2 pour annuler ce coefficient, n'est-ce pas? 1 moins 1 ça va faire 0, 1 moins 2 tiers c'est 1 tiers, 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 1 tiers c'est moins 1 tiers et 5 moins 4 c'est 1. On calcule ensuite les coefficients CJ-ZJ. Alors pour les variables de base U1 et X1, ces coefficients sont nuls. Donc ici j'ai 0 et pour U1 j'ai 0. Vous pouvez le vérifier. Alors pour les variables hors base, pour X2, on a alpha 2 égale à 5 moins 0,6 fois 1 tiers 2 tiers. Donc 5 moins 0 fois 1 tiers c'est 0. 6 fois 2 tiers, ça fait 12 sur 3 qui fait 4. Donc 5 moins 4 qui vaut 1. On a ici 1. Et pour U2,
on a 0 fois moins 1 tiers qui fait 0, plus 6 fois 1 tiers, c'est 2. 0 moins 2, c'est moins 2. Et la valeur de z, c'est 0 fois 1 plus 6 fois 4, qui fait 24. On a maintenant 1, mais qui est encore positif, donc on peut faire entrer x2 dans la base pour augmenter le profit total, actuellement égal à 24. Alors si x2 rentre, laquelle des variables u1, x1 va sortir? Il faut diviser le second membre 1, 4 par la colonne de la matrice des coefficients pour la variable rentrante. 1 divisé par 1 tiers, c'est 3. Et 4 divisé par 2 tiers, ça fait 6. Le plus petit coefficient positif, c'est 3. Par conséquent, la variable u1, qui était dans la base, va sortir et laisser la place à la variable x2. N'est-ce pas? U1 sort, x2 rentre. Le nouveau pivot qui est l'intersection de la colonne qui rentre et de la ligne qui sort est 1 tiers. Et il faut par une opération de ligne transformer ce coefficient pour qu'il devienne 1. Et on va le faire en divisant toute la ligne 1 par 1 tiers. Ou encore en multipliant la ligne 1 par 3. Donc si on fait ligne 1 égale à 3 fois ligne 1, ou encore ligne 1 divisé par 1 tiers, c'est la même chose. Alors, on a ici x2 qui a pris la place de u1 et x1 qui est toujours dans la base. 0 divisé par 1 tiers, ou 0 fois 3, c'est 0. 1 tiers sur 1 tiers, c'est 1. 1 sur 1 tiers, c'est 3. Moins 1 tiers sur 1 tiers, c'est moins 1. Et 1 sur 1 tiers, c'est 3. Le profit marginal brut de x2, c'est 5. Donc j'écris ici 5. Le profit marginal brut de x1, c'est 6. Alors pour remplir la ligne 2, vous voyez, j'ai ici 2 tiers. Il faut que ce 2 tiers qui est en dessous du pivot soit égal à 0. Donc, je vais faire ligne 2 moins 2 tiers de la ligne 1. Si vous faites 2 tiers moins 2 tiers fois 1, ça fait 0. Donc, on va faire ligne 2 moins 2 tiers de ligne 1. N'est-ce pas? On va remplacer la ligne 2 par la ligne 2 moins 2 tiers de la ligne 1. 1 moins 2 tiers fois 0, c'est 1. 2 tiers moins 2 tiers fois 1, c'est 0. 0 moins 2 tiers fois 3. 0 moins 2 tiers fois 3, c'est moins 2. Et 1 tiers moins 2 tiers fois moins 1, ça fait 1 tiers plus 2 tiers qui vaut 1. 4 moins 2 tiers fois 3, c'est 4 moins 2 qui vaut 2. Calculons les coefficients CJ moins ZJ pour cette itération. Les variables x2 et x1 sont dans la base, donc leurs coefficients CJ moins ZJ seront nuls. Donc ici on aura 0, 0, mais on peut le vérifier, n'est-ce pas? Si vous faites 6 moins 5, 6 produit scalaire avec 0, 1, vous avez 5 fois 0, c'est 0. 6 fois 1, c'est 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et pour x2, si vous faites 5 moins 5, 6 produit scalaire 1, 0. 5 fois 1, c'est 5. 6 fois 0, c'est 0. 5 plus 0, c'est 5. 5 moins 5, ça fait 0. Donc, cela confirme ce qu'on a dit, que les coefficients alpha j pour les variables de base sont toujours nuls. Donc pour U1, on a 0, moins 5, 6, produit scalaire avec 3 moins 2. Alors 5 fois 3, c'est 15. 6 fois moins 2, c'est moins 12. 15 moins 12, ça fait 3. Et 0 moins 3, c'est moins 3. Donc ici, on a moins 3. Et pour la variable U2, qui n'est pas dans la base, son coefficient alpha j égal à CJ moins ZJ. Donc ici, 0 moins produit scalaire 5, 6 avec moins 1, 1. Donc 5 fois moins 1, c'est moins 5. Plus 6 fois 1. Donc moins 5 plus 6, c'est 1. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Alors,
On est passé d'un plan initial de fabrication qui recommandait de produire 0 unité de X1, 0 unité de X2, donc 0 table, 0 chaise, à un plan qui dit fabriquer 4 tables, mais aucune chaise, et à un autre plan, donc à une nouvelle solution qui dit fabriquer X1 égale à 2, donc 2 tables, et X2 égale à 3, 3 chaises, et les variables U1 et U2, les variables d'écart, ne sont pas dans la base, donc elles sont nulles. Il n'y a donc pas de reste au niveau des ressources. Toutes les ressources ont été utilisées, c'est le plein emploi. On dit que les contraintes sont saturées. On ne disposait que de 5 heures dans la journée pour faire les tables et les chaises. On a utilisé toutes les 5 heures. Et puis, on avait 12 planches en magasin. On a utilisé toutes les planches. Les variables d'écart sont nulles. Quel est donc le profit associé à ce plan de fabrication? Si vous fabriquez 2 tables et 3 chaises, bon, si vous remplacez ici X1 égale à 2 et X2 égale à 3, vous avez 6 fois 2, c'est 12, plus 5 fois 3, qui fait 15. 12 plus 15, ça fait 27, n'est-ce pas? C'est aussi le produit scalaire de 5, 6 par 3, 2. 5 fois 3 qui fait 15, plus 6 fois 2 qui fait 12. 15 plus 12 égale 27. Et donc, voyez l'évolution du profit total. Il passe de 0 $ à 24 $ à 27 $. Est-ce la solution optimale? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter ce profit? Ben, la réponse est non. Le plan de fabrication actuel est optimal. Les profits marginaux nets des variables hors base sont négatifs. Ouais, pour U1, on a moins 3. Pour U2, on a moins 1. Chaque augmentation additionnelle de U1 dans la base nous fait perdre 3 $. Et quand vous faites entrer une unité de U2 dans la base, vous perdez 1 $. Donc, vous perdez de l'argent. Et donc, vous n'avez pas intérêt à faire entrer ces variables dans la base. On dit alors que la solution optimale est atteinte. Et le plan de fabrication recommande de produire 2 tables et 3 chaises. Point profit total égal à 27 $.